Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C, voici une nouvelle capsule d'histoire. Après la vie de Gregor Mendel, dont je vous ai parlé dans une précédente capsule d'histoire que je vous replace sans sommation et sans prévenir directement ici dans le coin supérieur gauche de l'écran, je vous encourage à la regarder, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la vie et à l'œuvre d'un Français qui s'appelait M. Louis Pasteur. Louis Pasteur, on le considère comme le père de la vaccination, on lui attribue la pasteurisation qui porte son nom, et un grand institut, l'Institut Louis Pasteur, porte son nom en France. Mais au fait, savez-vous exactement qui était Louis Pasteur? Quelles sont ses inventions? Quelles sont ses découvertes? Connaissez-vous plus que le vaccin ou la pasteurisation? On va parler de tout ça et de plein d'autres choses encore dans cette nouvelle vidéo, une deuxième capsule d'histoire sur la chaîne, juste après ce petit générique que vous adorez. À tout de suite. Louis Pasteur naît le 27 décembre 1822 dans le Jura en France, quelques mois à peine après Gregor Mendel. Louis est le troisième enfant de la famille Pasteur. Son père, Joseph Pasteur, a d'abord été soldat napoléonien, puis il s'est reconverti dans la tannerie, la production de cuir à partir de peaux de bête. La mère de Louis, Jeanne-Étiennette Rocky, est mère au foyer, mais elle jouera un grand rôle dans l'éducation morale et civile de son fils. D'ailleurs, Louis Pasteur lui rendra hommage dans une lettre où il dit ceci. « Tes enthousiasmes, ma vaillante mère, tu les as fait passer en moi. Si j'ai toujours associé la grandeur de la science à la grandeur de la patrie, c'est que j'étais imprégné des sentiments que tu m'avais inspirés. » Et oui, on dit que derrière chaque grand homme il y a une grande dame, et à nouveau, cette fois, ça semble être le cas. Louis Pasteur suit une formation d'écolier classique au collège d'Arbois, une petite ville du Jura français. À cette époque, il se fait surtout connaître pour ses capacités en peinture. Après quelques hésitations, il obtient le baccalauréat en lettres et puis enfin le baccalauréat en mathématiques à sa deuxième tentative. Il entre ensuite à la Sorbonne, puis à l'école normale. Dans cette école, il se concentre sur la physique et sur la chimie. Il se concentre principalement sur l'étude des cristaux que l'on appelle la cristallographie. Cette période de sa vie est particulièrement importante car elle va lui permettre de faire de nombreuses découvertes sur la forme des molécules. En effet, la structure tridimensionnelle d'une molécule permet de déterminer sa forme, et en connaissant la forme d'une molécule, on peut en déduire les interactions possibles avec d'autres molécules, et donc des corps de plus en plus grands. C'est d'ailleurs grâce à ces travaux qu'il obtient sa première médaille, grâce à son travail sur la chiralité moléculaire. Bon, ne vous inquiétez pas, on parle de ça dans le chapitre suivant. Après ses études, Louis Pasteur devient professeur à Dijon puis à Strasbourg, et enfin, il devient le doyen de la faculté des sciences de Lille. En 1861 et 1862, Pasteur permet à la science d'effectuer un grand bond en avant en réfutant catégoriquement la théorie de la génération spontanée. La génération spontanée, c'est une théorie complètement folle à l'heure actuelle, mais qui date de l'époque d'Aristote et qui a survécu pendant plus de 2000 ans. Restez avec moi, dans le prochain chapitre on va en parler, vous allez voir, c'est absolument passionnant. Entre 1865 et 1869, Pasteur est foudroyé par une thrombose cérébrale. Il gardera comme séquelle une faiblesse de l'hémicorps gauche, donc une faiblesse pour se déplacer, pour utiliser sa main gauche. En 1882, il est élu à l'Académie française. En 1885, il découvre le vaccin contre la rage, véritable phénomène qui lui vaudra enfin la reconnaissance et la postérité partout dans le monde. Si aujourd'hui vous parlez de Louis Pasteur, ou si on vous en parle, on vous parlera probablement du vaccin contre la rage. C'est son œuvre la plus remarquée et la plus connue. Mais il y en a bien d'autres évidemment. De cette œuvre découlera l'Institut Pasteur qui est fondé en 1888. Louis Pasteur décède le 28 septembre 1895. Son corps, d'abord déposé à Notre-Dame, est ensuite transféré dans l'institut qui porte son nom à Paris, où il repose dans l'une des cryptes, à l'Institut Pasteur donc. Au cours de sa vaste carrière, Louis Pasteur s'est également intéressé énormément à la fermentation, et principalement à la fermentation dans le cadre du vin. Et oui, il est français, monsieur Pasteur. On va parler de tout ça et des micro-organismes qu'il a découverts dans le prochain chapitre également. Enfin, sachez que Louis Pasteur s'est marié en 1849 avec Marie Laurent et qu'il a eu 5 enfants, dont le dernier, qui s'appelle également Louis Pasteur, a également été membre de l'Académie française. L'épouse de Louis Pasteur a joué un grand rôle dans sa carrière, ça n'a jamais été démenti, mais comme souvent à l'époque, elle a énormément vécu dans son ombre.
Voilà, c'est tout pour cette première approche sur la vie de Louis Pasteur. Vous pouvez le remarquer, il est notable de voir que Louis Pasteur n'a pas tout réussi du premier coup, par exemple son baccalauréat en mathématiques. Comme quoi, rien n'est jamais tracé, rien n'est jamais simple. Enfin, ceci, c'était pour parler de l'homme. À présent, abordons un peu ses découvertes, et pour ça, commençons le prochain chapitre. Les découvertes de Louis Pasteur ont été nombreuses, et afin de ne pas faire une vidéo qui pourrait durer plus de 4 heures, je vais me contenter de vous en expliquer les 4 principales, en tout cas selon moi. Louis Pasteur a beaucoup travaillé en chimie sur les cristaux. Il a ainsi pu résoudre une énigme de l'époque qui avait attrait à l'acide tartrique. Bon, je ne vais pas vous détailler le contenu de cette expérience, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vais plutôt vous parler de la chiralité moléculaire. La chiralité moléculaire, c'est quelque chose de très important en chimie et principalement en pharmacologie, donc ça me concerne directement en tant que médecin généraliste. Le principe de la chiralité, c'est de dire qu'une molécule complexe possède souvent plusieurs versions d'elle-même. On appelle ces deux versions d'elle-même des isomères. En cristallographie, lorsqu'on envoie un rayon lumineux à travers un mélange d'un seul des isomères, ce mélange va dévier le rayon lumineux dans un sens ou dans l'autre. Ceci est assez particulier, car lorsqu'on a un cristal qui est composé d'un des isomères uniquement, la lumière est déviée dans un sens. Lorsqu'un cristal est composé de l'autre isomère, la lumière est déviée dans un autre sens. Et lorsqu'un troisième cristal est composé des deux isomères en même temps, la lumière n'est pas déviée. Par contre, si dans ce cristal ou dans cette solution vous parvenez à isoler les isomères, vous pouvez recréer deux solutions ou deux cristaux différents qui vont à leur tour dévier la lumière. Ces deux isomères, ce sont en fait exactement la même molécule, mais deux images miroirs de cette même molécule. Bon, laissez-moi vous expliquer ceci avec une métaphore un peu perchée comme je les aime. Voici deux personnes qui se ressemblent très fort. Elles ont le même code génétique, elles ont le même aspect, elles sont composées des mêmes molécules, mais voici ce qu'il se passe si vous essayez de leur serrer la main. Si vous tendez votre main droite, comme le veut la tradition, vous remarquerez que seule une de ces personnes vous correspond. Pour l'autre, il est impossible de lui serrer la main. Ça paraît logique. Alors, on est bien d'accord que cet exemple est particulièrement idiot. Pour la personne à qui vous ne savez pas serrer la main droite, il suffirait de lui serrer la main gauche. Oui, sauf que dans le corps humain, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et pour vous expliquer ça, je vais parler d'une molécule connue que l'on appelle l'oméprazole. Cet oméprazole est en fait un mélange de deux isomères de l'oméprazole, comme vous pouvez le voir sur cette représentation. Pour vous expliquer un peu plus les images ici, un isomère est dit dextrogir lorsqu'il dévie la lumière vers la droite et il est dit lévogir lorsqu'il dévie la lumière vers la gauche. Bon, ce technique, ça n'a pas un grand intérêt ici. Cette propriété de former des isomères est en réalité due aux atomes de carbone. Les atomes de carbone possèdent 4 sites de liaison et ils sont donc dits asymétriques. Bon, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet car ce n'est pas le sujet de cette vidéo, qui est une vidéo d'histoire après tout, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo et on fera une vidéo sur les isomères, sur la symétrie du carbone. C'est relativement intéressant, surtout en chimie. Et alors, croyez-le ou non, mais en général, sur les deux isomères, un seul a une réelle propriété, l'autre ne sert strictement à rien. Reprenons pour ceci le cas de l'oméprazole. Lorsque vous consommez un comprimé de 20 mg d'oméprazole, vous consommez en réalité 10 mg d'oméprazole dextrogir et 10 mg d'oméprazole lévogir. Ceci peut vous sembler assez fou, mais sur les 20 mg d'oméprazole, en fait, seuls 10 mg sont réellement actifs. Et la raison de ceci est particulièrement simple, la cause est la chiralité moléculaire. En fait, une des deux molécules d'oméprazole peut se lier à son récepteur et effectuer son action, et l'autre, qui lui ressemble très fort mais qui est son image en miroir, ne peut donc pas se lier au récepteur et est donc inactive dans le corps humain. Pour terminer avec l'exemple de l'oméprazole, sachez que c'est l'isomère dextrogir qui n'a pas d'activité, il ne fonctionne pas tout simplement, et l'isomère lévogir est la molécule active du produit. D'ailleurs, pour votre information, il existe actuellement une autre molécule que l'on appelle esoméprazole, qui est en fait uniquement l'isomère lévogir purifié de l'oméprazole. Ceci veut dire qu'avec 10 mg d'esoméprazole, vous avez le même effet qu'avec 20 mg d'oméprazole. Mais alors, pourquoi ces deux molécules existent-elles, allez-vous me demander? Et pourquoi la deuxième est-elle vendue plus cher, bien entendu? Eh bien, pour une raison de brevet. Mais enfin, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, nous en reparlerons dans une prochaine, si vous le souhaitez.
On le sait moins, mais Pasteur a également été un des premiers à découvrir les levures, ces fameux micro-organismes dont je parlerai probablement un jour sur la chaîne. À l'époque de Pasteur, de nombreux travaux existaient déjà et de nombreuses théories prévalaient pour expliquer certains processus de fermentation, principalement dans le vin. Pasteur découvre alors que certains micro-organismes peuvent survivre sans la présence d'oxygène et il définit donc le terme anaérobie. Il démontre alors que certains micro-organismes peuvent, en l'absence d'oxygène, consommer du sucre pour former en échange de l'alcool. Il décrit ainsi le processus de la fermentation alcoolique. En revanche, si la levure se trouve en présence d'oxygène, la production d'alcool sera bien moindre. On appelle ceci l'effet Pasteur. À l'époque de Louis Pasteur, la France était déjà grande productrice de vin, bien entendu, et il existait ce que l'on appelait la maladie des vins. En réalité, de nombreux micro-organismes pullulaient à l'intérieur du vin et pouvaient provoquer la formation de vinaigre, ce qui altérait bien entendu la qualité et le goût du fameux vin. Pasteur eut l'idée, qui semble simple aujourd'hui, de chauffer le vin à 57 degrés afin de tuer les micro-organismes qui s'y trouvaient pour en favoriser la conservation et le stockage. Ce procédé de chauffage du vin, on l'a appelé tout simplement la pasteurisation et ça a été utilisé pendant très longtemps, mais depuis, c'est abandonné pour le vin depuis les années 1930 plus ou moins et ça a été transposé au lait. Et oui, maintenant le lait est pasteurisé. Et ces travaux sur les micro-organismes permirent également à Pasteur de faire de nombreuses découvertes sur la transmission des maladies par les micro-organismes. À cette époque, Koch, le fameux scientifique dont je parlerai probablement dans une prochaine capsule d'histoire, avait déjà découvert le bacille qui portait son nom et les recherches sur les bactéries allaient bon train. À cette époque, un chirurgien qui s'appelait Joseph Lister avait lu les travaux de Pasteur sur les micro-organismes et il décida d'appliquer ses conseils de propreté pour ses patients opérés. Et très rapidement, il remarqua une chute drastique du taux de mortalité de ces opérations, mais également du taux d'infection des plaies suite à ces opérations. En 1878, Pasteur édicta une liste de règles relatives à l'asepsie, c'est-à-dire l'absence de bactéries au maximum sur les mains du chirurgien, sur les outils utilisés et enfin dans les plaies du patient. Ce chapitre va vous sembler complètement fou, mais il faut absolument qu'on en parle. Et pour en parler, retournons plus de 2000 ans en arrière à l'époque d'Aristote, donc avant l'an 0 de notre ère. À cette époque, les connaissances en sciences sont bien entendu très faibles. Aristote propose donc une théorie à l'explication de la vie sur Terre. Dans des conditions particulières, des molécules peuvent magiquement s'associer pour former la vie. Aristote a en effet remarqué, à force d'observation, qu'après un certain temps, des moisissures apparaissent comme par magie sur le pain, des mites apparaissent dans la laine, des souris apparaissent dans des vieux vêtements qu'on a laissés traîner dans une grange. Et si vous laissez traîner un morceau de viande fraîche sur une table, vous allez voir que, comme par magie, au bout de quelques jours, des asticots vont sortir de cette viande. Comment peut-on en vouloir à Aristote ? À une époque où la science n'existait même pas, il a eu le mérite de faire beaucoup d'observations et de trouver une théorie qui expliquait les choses selon lui, mais surtout qui permettait de répondre aux questionnements des gens. Car il faut bien comprendre qu'à cette époque, on est avant la plupart des religions, on est avant l'an 0 de notre ère. Et bien entendu, à cette époque, les religions n'existant toujours pas, il n'y a pas de réponse officielle qui ait été donnée à l'apparition de l'homme et du vivant sur la Terre. Quelques centaines d'années après, avec l'apparition des religions, des réponses seront apportées, qui, encore quelques centaines d'années après, seront balayées par la science. Mais là où l'histoire est complètement folle, c'est que cette théorie de la génération spontanée d'Aristote a tenu plus de 2000 ans jusqu'au milieu du XIXe siècle. Bon, en réalité, au XVIIe siècle, Redi et Spallanzani ont déjà essayé de réfuter cette théorie, mais sans pouvoir le prouver. Et quand une théorie existe depuis plus de 2000 ans, je peux vous assurer qu'il faut des arguments solides pour arriver à la démonter. Il y a 150 ans à peine, Pasteur parvint à démontrer que la génération spontanée n'existait en réalité pas, et ceci grâce à une astucieuse expérience. Selon lui, l'apparition de souris, de mites dans la laine ou de moisissures sur le pain est en réalité due au transport de micro-organismes invisibles à l'œil nu dans l'air ambiant. Ceci a provoqué un énorme bouleversement à l'époque, car la théorie de la génération spontanée était portée par des hautes personnalités comme par exemple Georges Clemenceau, et elle existait depuis plus de 2000 ans. Plusieurs expériences ont donc été menées au cours des années ou des décennies pour montrer que la génération spontanée n'existait pas. Une des premières expériences a été de placer un morceau de viande dans un bocal sur lequel on déposait un filtre. Mais
pas de chance, on a découvert que des asticots se développaient quand même dans la viande. Un argument pour la génération spontanée donc. Ultérieurement, des expériences ont en réalité montré que les mouches sont capables de se déposer sur le filtre et d'envoyer leurs œufs directement dans la viande, d'où le développement des asticots. Puis Louis Pasteur eut une idée absolument géniale qui lui permit de réfuter enfin officiellement la théorie de la génération spontanée. Pour ceci, il a utilisé un ballon à colle de cygne comme vous pouvez le voir sur cette représentation. Dans cette expérience, Pasteur place à l'intérieur du ballon à colle de cygne un milieu de culture et il ne filtre pas l'air, il ne chauffe pas le milieu, bref, il ne tue pas les potentiels micro-organismes qui y résident déjà. Et l'explication de cette expérience, il la donne. En fait, le col de cygne est trop long, les micro-organismes aériens ne peuvent pas grimper à l'intérieur du ballon et donc ne peuvent jamais atteindre le fameux milieu de culture. Cette expérience prouve donc que la génération spontanée n'existe pas, car même si le milieu est excellent pour la croissance des micro-organismes, rien ne s'y développe. Cette expérience très simple est particulièrement intéressante, car elle est fortement reproduisible, ce qui est un des points clés de la science. Elle est donc reproduite de nombreuses fois à l'époque, et dans la plupart des cas, aucun micro-organisme ne se développe dans le milieu de culture. C'est en réalité un des points clés de la science, bien entendu. Une expérience doit être reproduisible et reproduite dans des conditions différentes pour être validée. Une expérience qui donne un résultat étonnant mais qui est impossible à reproduire n'est en général pas validée par le monde scientifique. Et dans ce cas-ci, pour reproduire cette expérience, c'est relativement simple. Prenez un ballon à colle de cygne, mettez un milieu de culture à l'intérieur et voyez ce qu'il se passe. Dans de nombreux cas, il ne se passera rien, tout simplement. Bon, en réalité, avec l'œil scientifique d'aujourd'hui, les expériences de Pasteur sont loin d'être irréfutables et elles sont grévées de nombreux biais. Mais après tout, soyons honnêtes, qui aujourd'hui pourrait encore prétendre que la théorie de la génération spontanée est une réalité? Non, ne répondez pas, je préfère pas savoir. Dès 1876, fort de ses travaux sur la fermentation et sur les micro-organismes, Pasteur en déduit que la plupart des maladies contagieuses sont en réalité dues également à des micro-organismes et non pas non plus à la génération spontanée. Il devient donc un partisan important de la théorie microbienne des pathologies infectieuses. En 1880, il découvre même le staphylocoque. Pasteur s'intéresse alors au processus de la vaccination, une étape qui était déjà bien engagée par son homologue anglais Edward Jenner, mais qui avait pour défaut d'injecter à ses patients des virus vivants. Ce n'était pas sans effet secondaire, bien entendu. La découverte de Pasteur sera d'arriver à atténuer le virus qui est envoyé dans le patient, c'est-à-dire lui enlever son pouvoir pathogène et diminuer les réactions négatives du corps humain. Pasteur découvre alors que lorsqu'on injecte de vieilles colonies de choléra à des poules, celles-ci non seulement n'en meurent pas, mais en plus elles semblent protégées contre des infections ultérieures, peu importe le choléra. Et c'est là qu'il va créer un vaccin d'un nouveau type. Il va prendre un virus atténué pour l'injecter à des poules et créer une réaction de vaccination. En 1881, Pasteur parvient à immuniser un troupeau de moutons de la maladie du charbon grâce à un vaccin de sa composition. En 1881 également, il commence à travailler sur la rage. Au bout de 4 années d'expérimentation sur divers animaux, Pasteur en vient à la conclusion qu'on peut obtenir un virus de la rage atténué en exposant de la moelle épinière de lapin atteint par la rage à l'air libre. C'est d'ailleurs le sujet d'une des plus célèbres illustrations de Pasteur que je vous place ici. Vous avez probablement déjà vu cette peinture. Ces deux premières tentatives de vaccination sur l'être humain, un homme d'une 60aine d'années et une jeune fille de 11 ans, ne furent pas couronnées de succès. La jeune fille mourut malheureusement le lendemain de la rage qu'elle avait contractée avant même la vaccination. Plus tard, un jeune homme qui venait d'être mordu par un chien enragé fut emmené chez Pasteur, qui lui administra son vaccin, et le jeune homme survécut. Mais bon, à l'époque, difficile de prouver que le chien avait réellement la rage, et enfin qu'il l'avait réellement transmise à l'enfant, car il n'en avait pas encore les symptômes. Pour prouver l'efficacité de son vaccin, Pasteur injecta alors le vrai virus de la rage à l'enfant, qui survécut également. Il en déduisit donc que son vaccin avait dû marcher. Et oui, visiblement l'éthique médicale à l'époque de Pasteur n'était pas la même que celle qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et bien entendu, à cette époque, la vaccination contre la rage et son principe ont été fortement contestés et de nombreuses plaintes ont même été déposées contre Louis Pasteur. À juste titre, ce n'est pas à moi d'en juger. Quelques années plus tard, la technique de vaccination de Pasteur fut améliorée par un Italien qui s'appelait Claudio Fermi. Et malgré ses travaux d'une grande utilité encore jusqu'à aujourd'hui, Pasteur ne parvint jamais à expliquer pourquoi le fait d'injecter un virus atténué à un patient permettait en réalité de l'immuniser.
Selon lui, l'administration d'un virus atténué permet d'épuiser certaines ressources humaines nécessaires au virus pour assurer sa survie. Le patient est donc immunisé. Raté, monsieur Pasteur. Les implications des travaux de Pasteur sont bien entendu encore très importantes actuellement. Depuis la cristallographie jusqu'à la fermentation, les principes d'asepsie, la pasteurisation et la vaccination, tout ça est bien entendu toujours très présent dans la société actuelle, scientifique ou civile. L'exemple de l'oméprazole dont j'ai parlé dans le chapitre précédent n'est bien entendu qu'un des aspects des nombreux travaux sur la chiralité qu'a réalisé Louis Pasteur, et il est bien entendu évident que la chimie organique et la pharmacologie lui doivent beaucoup encore à l'heure actuelle. Peut-on pour autant dire que sans Pasteur nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui? Eh bien, c'est très compliqué de vous répondre, car il est évident que, en même temps que lui, de nombreux chercheurs travaillaient exactement sur les mêmes recherches. Donc, nous en serions peut-être au même point, je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, il est certain que ces travaux ont eu tellement d'implications que nous en serions probablement un peu moins loin en chimie. En ce qui concerne le fait de chauffer un aliment, comme le vin, comme c'était le cas à son époque, eh bien cette technique a disparu depuis, mais elle est restée pour le lait. Actuellement, le lait est chauffé jusqu'à 92 degrés pendant 5 minutes, puis refroidi rapidement pour le débarrasser des micro-organismes qu'il peut contenir. On peut également utiliser une ultra haute température, UHT, de 135 degrés pendant quelques secondes pour avoir exactement le même effet. Les travaux de Pasteur ont également fait avancer la théorie microbienne, c'est-à-dire la transmission par des micro-organismes type virus ou bactéries des pathologies infectieuses. Il est évident que grâce à ces principes d'asepsie, de nombreuses vies ont été sauvées depuis plus d'un siècle et demi. Il faudra bien entendu attendre 1928 pour qu'un certain Alexander Fleming ne découvre la pénicilline, la première molécule qui serait capable de tuer les bactéries, mais ne vous inquiétez pas, on parlera de ça dans une prochaine capsule d'histoire très bientôt sur la chaîne, car croyez-moi, on est encore loin d'avoir fait le tour de tous les scientifiques géniaux qui ont peuplé les dernières années. Et enfin, comment parler de Pasteur sans parler de son projet phare qu'il a fait connaître dans le monde entier, les bases de la vaccination. On peut bien entendu fortement discuter les méthodes ou l'éthique de l'époque, mais il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. À une époque pas si éloignée que ça, où on pouvait mourir d'une simple morsure d'un chien errant ou d'une piqûre de rose, un procédé tel que la vaccination a bien entendu été une révolution qui porte encore ses fruits aujourd'hui. Depuis, le principe de la vaccination a bien entendu subi un essor important et les nombreuses répercussions sur la qualité de vie des patients n'ont jamais été démenties. Enfin, en tout cas, jusqu'à il y a peu. Bon, je ne vais pas revenir sur les fameuses polémiques actuelles, ce n'est pas particulièrement l'objet de cette vidéo, mais il est évident qu'il est bien plus facile de se plaindre de la médecine, de la science et de la vaccination à une époque où il existe de nombreux traitements obtenus grâce à la science qui permettent de guérir la plupart des pathologies qui sont aujourd'hui considérées comme bénignes. À l'époque, un rhume, une petite infection due à une piqûre ou autre pouvait tuer n'importe qui. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur la vie et l'œuvre de fameux Louis Pasteur. Grâce à cette présentation, j'espère que quand vous parlerez de Pasteur, vous ne vous arrêterez plus dorénavant au vaccin contre la rage, mais que vous pourrez parler de la pasteurisation, de la fermentation, de la chiralité des molécules, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit et quelles que soient vos opinions sur ce personnage, sur ce grand scientifique, moi ce qui m'intéresse c'est qu'aujourd'hui vous ayez appris quelque chose. Je pense, très modestement, que c'est le cas. Merci pour votre attention, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est très sympa de votre part, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je retourne à mes consultations et à mon travail habituel et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me poster un commentaire avec vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, les deux m'intéressent, et bien évidemment à vous abonner à la chaîne, c'est important, ça se passe juste ici, ça me permet de la développer encore un peu plus. Merci à tous pour votre attention, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale, salut!